L'installation en décubitus ventral permet l'accès à la partie postérieure du corps pour différentes chirurgies. Sa réalisation est contraignante et présente plusieurs impératifs, au premier rang desquels figure l'absence de compression abdominale. Le positionnement de la tête et des membres supérieurs est l'autre point essentiel. L'induction anesthésique est réalisée en décubitus dorsal, le plus souvent sur un chariot mobile, positionné parallèlement à la table d'opération. Il est indispensable de s'assurer d'une profondeur d'anesthésie suffisante, associée à une stabilité hémodynamique, avant de débuter toute manœuvre de retournement. Il convient aussi de vérifier que la fixation et la longueur des cathéters et éléments du monitorage permettent une mobilisation sans risque d'arrachement. Les gels de protection sont positionnés sur la table. L'anesthésiste réanimateur s'occupe de la tête du patient et commande la manœuvre. La sonde d'intubation est déconnectée. Les bras sont positionnés le long du corps. Prêt à soulever, allons-y. Un premier aide bascule latéralement le patient en le saisissant par l'épaule et la hanche. Deux autres aides le réceptionnent au niveau du bassin et du thorax. Il est fondamental d'assurer la rectitude rachidienne pendant toute la manœuvre de retournement. Pareil pour soulever, soulever. Une alternative consiste à endormir directement le patient sur la table d'opération. Les impératifs du retournement sont les mêmes. Pareil pour soulever, soulever. Il convient cependant de veiller à la mobilisation et au dégagement du bras d'éclive. Gel et boudin sont dans ce cas positionnés secondairement. L'installation de la tête est réalisée avec des appuis sur le front et les pommettes, en évitant flexion ou extension cervicale. Elle doit permettre le dégagement de la sonde d'intubation et surtout éviter toute compression oculaire, en particulier sur l'œil d'éclive. Elle est possible face contre table sur un dispositif adapté, coussin évidé permettant de préserver les points délicats en limitant l'appui aux pommettes et au front. Chez les patients présentant une cervicarthrose ou des lésions dysplasiques ou athéromateuses des vaisseaux cervicaux, la tolérance de la rotation doit être évaluée en consultation d'anesthésie par le maintien sans symptômes de la position souhaitée pendant au moins 1 minute. Dans le cas contraire, une installation sans rotation doit être envisagée. Les bras sont installés en abduction à 90 degrés sur des appuis-bras positionnés de part et d'autre de la tête. Coudes fléchis également à 90 degrés, avant-bras en position neutre ou à défaut en pronation, mais en veillant à ce que la gouttière ulnaire ne soit pas au contact direct de l'appui-bras. Il convient d'installer les appuis-bras de façon à éviter toute rétropulsion, susceptible d'étirer le plexus brachial ou les structures vasculaires, en particulier du côté contralatéral à la rotation de la tête. Les membres supérieurs peuvent également être installés le long du corps, dans une gouttière spécifique ou dans un drap bordé. Ce choix est obligatoire chez les patients présentant un syndrome de la pince costoclaviculaire ou des symptômes évocateurs. Douleur ou paresthésie dans le territoire ulnaire. Abolition du pouls radial lors de l'extension des bras. Il est aussi obligatoire si le patient ne peut maintenir les mains derrière la nuque pendant 1 minute ou les bras au-dessus de la tête sans qu'apparaissent des douleurs nerveuses. Il est important de vérifier que la rotation de la tête n'induise ou ne majore pas ces symptômes, imposant alors une position face contre table. Installation du thorax et de l'abdomen. Les boudins transversaux permettent de limiter la pression abdominale. Cet objectif est essentiel pour prévenir une compression cave génératrice d'une diminution du retour veineux et du débit cardiaque, mais également faciliter l'ampliation thoracique pendant la ventilation. Réduire le saignement en chirurgie rachidienne lié à l'augmentation de la pression veineuse.
Ces boudins sont respectivement positionnés au niveau des crêtes iliaques pour libérer l'abdomen et au niveau thoracique de façon à ne pas comprimer le creux axillaire ou les côtes flottantes. On peut également utiliser deux appuis longitudinaux ou un cadre préformé pour faciliter l'installation. Des dispositifs préformés monoblocs sont disponibles pour faciliter l'installation. Leur taille n'est pas toujours adaptée à la morphologie des patients et requiert une vérification scrupuleuse des points d'appui. Installation des membres inférieurs. Les genoux sont fléchis et positionnés sur un gel, les pieds surélevés pour éviter une flexion plantaire exagérée. Les variantes du décubitus ventral. Le décubitus ventral table cassée type jackknife. Pour faciliter l'abord chirurgical rachidien en ouvrant l'espace intervertébral ou interlaminaire, une angulation de la table au niveau de l'articulation de la hanche permet de diminuer la lordose lombaire. Les contraintes de l'installation sont identiques à celles du décubitus ventral horizontal au niveau de l'extrémité céphalique, des membres supérieurs et inférieurs, du thorax et de l'abdomen. Il s'y ajoute le retentissement hémodynamique lié au positionnement déclive des membres inférieurs. Celui-ci peut être limité par la mise en place d'une contention élastique ou d'une compression pneumatique intermittente. Si l'angulation de la table est importante, il convient de limiter le risque de déplacement caudal du patient par une sangle positionnée sous les fesses et fixée en amont sur la table d'opération. La position génupectorale a pour objectif de libérer entièrement l'abdomen en positionnant les appuis uniquement au niveau du thorax et des membres inférieurs. Elle permet de réduire la pression abdominale, notamment chez les sujets obèses. La variante la plus fréquemment utilisée est la position génupectorale avec appui fessier. Dans cette position, l'abdomen est totalement libre, aucun appui ne s'exerce sur la partie antérieure du bassin. Les jambes sont fléchies sur les cuisses sont fléchies sur le bassin à 90 degrés, le patient repose sur les genoux, les fesses et sur le thorax par l'intermédiaire d'un billot ou d'un coussin. Des gels permettent de limiter utilement la pression au niveau des points d'appui. Fesses, genoux, thorax. La tête est tournée sur le côté ou face à la table. Les bras sont le plus souvent étendus de part et d'autre de la tête, en veillant à la liberté de la gouttière ulnaire. Les avant-bras positionnés si possible en supination ou en position neutre. Cette installation débute par le retournement en position ventrale. Puis installation de l'appui des genoux et de l'appui fessier. La translation du patient requiert plusieurs aides. L'anesthésiste prend en charge la tête et son environnement. L'équilibre du patient est assuré par des appuis latéraux. La position de la sonde d'intubation est contrôlée par l'auscultation. Avant la mise en place des champs, on se doit de vérifier l'absence d'angulation ou de rotation excessive du rachis cervical, l'absence de compression des globes oculaires, la position de la sonde d'intubation, la bonne position de l'épaule, l'absence de compression du nerf ulnaire, la liberté abdominale assure une excellente ventilation et l'absence de compression entravant le retour veineux. Les organes génitaux ne sont pas comprimés, l'absence de compression sur la face antérieure des cuisses, la pression sur les genoux étant très importante dans cette posture, les genoux sont protégés par un coussin adapté. Pour terminer, la stabilité de la posture est vérifiée. Une alternative est représentée par une position où le patient est agenouillé sur la table d'opération. Le thorax est soutenu par un billot ou un coussin plus épais que précédemment. L'axe rachidien cervical est maintenu.
l'absence de flexion ou d'extension de la tête est vérifiée. La tête est comme précédemment positionnée. Les membres supérieurs sont allongés de chaque côté de la tête, l'épaule en antépulsion. Cette position favorise la compression neurovasculaire au niveau des creux inguinaux et poplités. De même, la pression qui s'exerce sur les masses musculaires, fesses, cuisses, jambes, est importante et source potentielle de rhabdomyolyse. L'utilisation d'un coussin positionné entre cuisses et jambes permet de limiter le risque musculaire et vasculaire poplité. Il est cependant indispensable de vérifier la présence des poux périphériques au niveau du pied. Des gels sont positionnés au niveau des genoux où s'exerce une part importante du poids du corps, ainsi que sous les pieds, pour réduire la flexion plantaire et l'étirement du paquet vasculo-nerveux pédieux. Des cales latérales sont placées au niveau des hanches pour limiter le risque de bascule du patient. L'installation dans cette posture n'est pas recommandée pour des interventions de longue durée. Elle doit être prudente chez les patients porteurs d'une prothèse de hanche ou de genou.